Bonjour à toutes et à tous. Mon exposé va illustrer le rôle dans la réduction des usages d'antibiotiques des filières qui s'organisent entre les acteurs de la chaîne de valeur du producteur au consommateur. Je vais vous présenter le résultat d'une étude que nous avons réalisée en 2020 sur la filière porcine, sur les filières sans antibiotiques. Comme vous le voyez là sur ces emballages qui apparaissent à l'écran, ces filières sont aujourd'hui très nombreuses. L'étude des filières sans antibiotiques que nous avons réalisée s'est inscrite dans le cadre du projet européen Roadmap. Lancé en 2019 pour 4 ans, ce projet vise à favoriser les transitions vers une utilisation plus prudente des antibiotiques dans les filières bovines, porcines et avicoles. Il implique les 11 pays que vous voyez ici cités, et son originalité réside dans l'étude des systèmes de décision en matière d'usage des antibiotiques tout au long des chaînes alimentaires et pharmaceutiques. Les sciences sociales et l'économie sont particulièrement mobilisées dans ce projet, aux côtés des sciences animales et vétérinaires, pour décrire la structure de ces systèmes, ainsi que les pratiques et le rôle des différents acteurs. Alors, pour l'analyse des filières sans antibiotiques, nous nous sommes appuyés d'une part sur la littérature existante, dans la presse professionnelle, sur les sites Internet des entreprises, et d'autre part sur 2 séries d'entretiens réalisés en 2020, d'abord auprès d'un distributeur, un transformateur et 10 vétérinaires ou responsables qualité de 5 groupements de producteurs qui représentent plus de la moitié de la production porcine française, puis de 18 éleveurs répartis sur l'ensemble du territoire national, dont la moitié était engagée dans une filière sans antibiotiques. Ces entretiens nous ont permis de compléter la cartographie des démarches sans antibiotiques que nous avions réalisées et de mieux comprendre leurs caractéristiques et leur fonctionnement. Alors, les filières sans antibiotiques ont démarré en France au début des années 2010. Les acteurs de la filière porcine ont commencé à créer des référentiels privés pour répondre aux demandes de certains distributeurs et valoriser en fait les efforts des éleveurs. En l'absence de démarche de réponse collective à ces attentes, les cahiers des charges se sont multipliés, comme vous les voyez apparaître ici, comme un moyen pour les entreprises de se démarquer par rapport à leurs concurrents et d'améliorer aussi leur image. Alors, ces multiples démarches proviennent de distributeurs, de transformateurs, d'abatteurs ou de groupements de producteurs. Et en fait, les spécifications sont évolutives dans le cadre de démarches de progrès en général. Par exemple, sur le critère sans antibiotiques, l'allégation sans antibiotiques à partir de 42 jours est progressivement remplacée ou complétée par sans antibiotiques dès la naissance. Enfin, le consentement à payer des consommateurs pour l'atténuation d'une caractéristique négative, par exemple sans OGM, sans nitrite, sans antibiotiques, étant faible, voire inexistante selon certains chercheurs, le critère sans antibiotiques est toujours inclus dans une démarche de valorisation et communication plus globale qui comporte donc le sans antibiotiques, le sans OGM, mais aussi le bien-être animal, la meilleure rémunération des producteurs, etc. Ce qui permet aussi de mettre en avant que les filières s'intéressent à tous ces piliers en même temps. Alors, notre étude a évalué la part des porcs produits en France en filière sans antibiotiques à environ 15% en 2020. D'après les personnes enquêtées, le marché est mature, la demande est satisfaite. Je cite, « La gamme sans antibiotiques s'est développée et a touché aujourd'hui les gens que ça intéressait vraiment ». Cette demande porte principalement sur le jambon cuit, un produit enfant, famille avec une attente santé forte. En revanche, la côte de porc sans antibiotiques ne fonctionne pas car l'attente sur ce produit est le prix et le goût. La valorisation de l'ensemble de la carcasse est d'ailleurs une difficulté, une limite à la diffusion de ces démarches de filière, même si des débouchés en viande fraîche, saucisserie, pâté, terrine sont trouvés. Les 3 premières filières sans antibiotiques en volume sont la Copperle, avec la filière bien élevée et la marque Brocéliande. 350 élevages produisent 3 millions de porcs, c'était en 2020, sans antibiotiques, parmi lesquels 1 million sans antibiotiques dès la naissance sur les 6 millions produits par la coopérative.
La nouvelle agriculture, la filière nouvelle agriculture de la coopérative Terrena et de son groupement de porcs Porvéo, avec une soixantaine d'élevages qui produisent 200 000 porcs sans antibiotiques sur les 825 000 produits par la coopérative. Et enfin, le contrat d'exclusivité entre la coopérative Avril et son groupement de producteurs de porcs, Port Armor Évolution, et le salaisonnier Fleury-Michon, avec la filière française d'éleveurs engagés, une cinquantaine d'élevages qui produisent à peu près 120 000 porcs sans antibiotiques. Alors, une fois le compromis trouvé entre les concepteurs de ces différentes démarches, entre les critères à mettre dans la démarche, le surcoût qu'elles vont générer, les capacités à couvrir ces surcoûts, donc une fois ce compromis trouvé, l'organisation de producteurs va proposer à certains de ses adhérents, par exemple des faibles utilisateurs d'antibiotiques ou des jeunes installés ou de récents investisseurs, ou alors à des prospects, d'entrer dans la démarche. Un audit de pré-référencement va permettre de mesurer la capacité du candidat à respecter l'intégralité des exigences du cahier des charges. Et dans le cas où le candidat ne peut pas respecter toutes les exigences, il se voit proposer un autre audit qui va permettre d'identifier les leviers de progrès propres à son élevage, ce qui constitue un bénéfice secondaire, collatéral de ces filières sans antibiotiques pour l'ensemble de la production porcine. Alors, la première motivation des éleveurs enquêtés pour rentrer dans une filière sans antibiotiques est économique. Tous disent avoir été motivés par la meilleure valorisation de leur porc, la plus-value. Je cite, « Il n'y a que les 2 centimes d'euros qui me motivent. C'est un gain net pour le même travail, même si je perds un peu sur le prix de l'aliment ou l'abattage à 2 heures de route, alors que mon élevage est situé à côté d'un abattoir. » Les éleveurs se disent aussi motivés par la sécurisation des débouchés et des prix qu'offrent ces démarches, avec une garantie d'enlèvement et dans certains cas un prix pivot. Ils soulignent aussi que ces démarches permettent de valoriser les bonnes pratiques existantes en termes de faible utilisation d'antibiotiques sans être forcément le moteur de cette réduction des antibiotiques, des usages. Je cite, « J'utilisais peu d'antibiotiques, même sans filière sans antibiotiques, mon but était de ne pas mettre d'antibiotiques. » Enfin, par ces démarches, les éleveurs disent vouloir promouvoir les bonnes pratiques, avancer, être précurseurs, redorer l'image de l'élevage et du métier, produire un produit de meilleure qualité, plus valorisant pour le producteur. Enfin, tous les éleveurs enquêtés recommanderaient cette démarche à un autre éleveur s'il est capable d'entrer dans ces démarches au vu de sa localisation géographique, de la qualité de ses bâtiments et de sa sensibilité. Mais les éleveurs soulignent aussi qu'ils ne souhaitent pas voir ces démarches être imposées car, je cite, « Une telle démarche peut ne pas correspondre à tout le monde car cela nécessite un engagement fort dans sa coopérative, prendre l'aliment, les produits de santé, la génétique, etc. » Mais ils soulignent « L'engagement est réciproque, la coopérative s'engage à trouver les débouchés. » L'entrée dans une filière sans antibiotiques se matérialise par un contrat qui fixe la durée, 3 à 5 ans, reconductible en général, le volume de porcs concernés, la plus-value et, selon les cahiers des charges, des modalités particulières de fixation du prix de base. Les éleveurs ont une part variable de leurs porcs commercialisés dans la démarche. Je cite un éleveur, « Seulement un quart de mes porcs sont commercialisés dans la démarche, alors que je fais le travail pour 100%. J'ai un client local pour les autres porcs, mais il n'a pas voulu souscrire à la démarche car il pense ne pas réussir à valoriser les 2,5 centimes. » Alors, la plus-value globale comprenant tous les items est d'environ 5 euros par porc au total, mais elle est très variable selon les obligations du cahier des charges, en particulier sur l'aliment, mais aussi le logement, le niveau de sans antibiotiques, l'existence ou pas de puces et le degré d'approvisionnement, de fidélité de l'adhérent auprès de sa coopérative. Certains éleveurs trouvent que cette plus-value est insuffisante, mais globalement, ce qui ressortait, c'est que les surcoûts strictement liés aux sans antibiotiques sont jugés assez limités comparativement aux contraintes, par exemple, sur l'alimentation. Ces surcoûts concernent, on l'a vu précédemment, la substitution du curatif par le préventif, les investissements dans la biosécurité, les bâtiments en termes de densité, d'ambiance, ventilation, le surcroît de travail, par exemple, en termes d'observation, de tatouage ou des choses comme ça. D'ailleurs, certaines des personnes enquêtées soulignent que cette plus-value pourrait à terme disparaître
La plus-value récompense les éleveurs d'avoir joué le jeu. Il s'agit de vendre plus cher un produit premium, mais qui deviendra petit à petit le standard de demain. Les distributeurs amorcent la pompe le temps que les organisations de producteurs et les éleveurs aient calé leurs pratiques, mais, et cela n'engage que la personne, dans 3 ans, ces derniers ne verront plus un centime. Selon les règles de facturation propres à chaque cahier des charges, les porcs traités bénéficient ou non du bonus ou jusqu'à un taux maximum d'animaux traités, ce qui peut conduire l'éleveur à ne plus traiter les cochons malades, ce qui est un problème qui a été soulevé dans plusieurs entretiens. Le groupement qui a été référencé pour fournir un cahier des charges est audité par un organisme tiers qui va vérifier comment le groupement va procéder pour certifier les élevages et les contrôler. Lors de la certification, le groupement détermine quand le premier lot de porcs de l'éleveur pourra être commercialisé en respectant l'intégralité des contraintes. Et chaque cahier des charges a ensuite un plan de contrôle et d'audit. Et chaque année, 100% des éleveurs certifiés sont contrôlés par leur organisation de producteurs ou par un organisme tiers mandaté. Et 10 à 20% d'entre eux font l'objet d'un contrôle aléatoire. Et enfin, il n'y a pas d'obligation dans tous les cahiers des charges d'avoir un suivi des quantités d'antibiotiques utilisées par un indicateur tel l'ALEA, ça dépend des cahiers des charges, et certains l'obligent et d'autres utilisent des critères de santé animale comme le taux d'animaux ayant reçu un traitement antibiotique, le taux de mortalité, etc. Alors en conclusion, on l'a vu, les usages d'antibiotiques ont fortement baissé en France dans la filière porcine, sous les effets conjugués des progrès en termes de solutions alternatives et de la biosécurité, des évolutions réglementaires et aussi, on vient de le voir, des cahiers des charges privés. Ces très nombreuses filières sans antibiotiques ont été co-construites dans le cadre d'accords commerciaux entre maillons de la chaîne de valeur. Ils témoignent d'engagements réciproques des éleveurs à changer leurs pratiques, à plus de traçabilité, etc., et des acheteurs de porcs, dans le but d'élaborer une valeur ajoutée supérieure. Alors, on l'a vu, le marché sans antibiotiques aujourd'hui est considéré comme mature. Et en termes de perspective, en fait, l'absence de définition légale du sans antibiotiques, à l'instar du sans OGM, a conduit à une multiplication des cahiers des charges et à des étiquetages extrêmement divers, avec une perte un peu en termes de transparence. Je cite, « Les cahiers des charges les mieux disants se font rattraper, c'est la course à l'échalote. Si une structure le fait, les autres doivent suivre, avec des différences souvent minimes. Les cahiers des charges sont tous les mêmes à 5% près. Entre cahiers des charges, il y a 3 fois rien qui change, ça n'a plus de sens. » Et ce constat conduit certaines personnes à aspirer à un encadrement réglementaire de cette allégation, à l'instar de ce qui avait été envisagé en 2015 avec un projet de décret qui avait été suspendu justement au profit de ces démarches privées. Et d'autres personnes aussi évoquent l'intérêt qu'aurait cette simplification, cette harmonisation des cahiers des charges, de massifier l'offre et de renforcer donc le pouvoir de négociation. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine Roguet.